Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Vous êtes bienvenus au 7e Forum Grand Ouest Agriculture, Énergie et Climat, un forum au cœur de sujets brûlants. Nous sommes cet après-midi tous reliés à nouveau au même programme, que vous soyez à Caen, à Angers, à Quimper ou à Rennes. Même si apparemment le programme est commun, le menu n'a pas été commun ce midi, chacun ses particularités régionales. Voilà. Au niveau des échanges, quelques particularités aussi. On peut dire que le forum, cette année, joue vraiment son rôle de forum, c'est-à-dire que le peuple débat sur les orientations politiques qu'il faut prendre face à ces transitions auxquelles nous sommes confrontés. Alors à Quimper, beaucoup d'intérêt pour les débats sur les crédits carbone. Est-ce que ce sont des droits à polluer? Sujet de débat. On a parlé aussi de valorisation du bois bocage. À Caen, il y a eu des échanges sur le comportement des consommateurs. Est-ce que les consommateurs vont être les moteurs de nos choix de société, de nos choix de production? Et puis une vigilance aussi, comment l'agriculture peut-elle garder la main sur l'énergie? La voie de l'autoconsommation semble être une bonne voie pour garder la main sur la production d'énergie. À Rennes, on a parlé de transmission des exploitations agricoles. On a dit que la production d'énergie dans les exploitations agricoles pouvait les rendre attractives pour la jeune génération. On a parlé aussi de l'importance de l'élevage dans notre région et de maintenir un certain nombre d'équilibres liés à l'élevage dans nos territoires. À Angers, les enjeux du foncier ont été débattus et puis des opportunités ont été soulevées à travers la recherche de valeur ajoutée pour l'agriculture, qu'il s'agisse de paiement pour les services environnementaux ou de crédit carbone, mais aussi de production d'énergie renouvelable. Voilà, certainement vous avez dit beaucoup plus de choses, mais c'est un rapide aperçu des échanges de ce midi. Pour cet après-midi, nous allons, après avoir traité de l'atténuation du changement climatique et de l'énergie, nous allons parler de l'adaptation au changement climatique en agriculture. Un vaste sujet aussi. Un petit rappel, comme ce matin, il est possible de réagir et de poser ces questions directement à travers, avec l'application WooClap et Marion va nous refaire une petite explication. Rebonjour, donc oui, comme pour ce matin, pour continuer à rendre cette séquence interactive, je vous invite à vous connecter à wooclap.com, soit en scannant le QR code qui apparaît à l'écran avec l'appareil photo de votre téléphone, ou en tapant wooclap.com et en rentrant le code de l'événement Forum 23. Vous pouvez ensuite sélectionner le site à partir duquel vous participez, donc Rouen, Quimper, Angers ou Caen, Rennes, pardon. Et ensuite, rentrez votre question, cliquez sur Envoyer. Vous verrez toutes les questions des participants qui s'affichent les unes à la suite des autres. Vous pouvez les liker et plus une question est likée, plus elle a de chances d'être posée aux intervenants. Donc vous pouvez participer dès maintenant. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, même si bien sûr nous ne pourrons pas faire remonter toutes vos questions. Il en restera pour le débat sur les sites où vous êtes. Alors le changement climatique et l'adaptation au changement climatique, c'est le sujet de cet après-midi. Ce changement climatique nous bouscule tous au présent. On a tous vécu une année 2022 chaude et sèche, mais ça bouscule aussi nos perspectives d'avenir. Le climat futur, c'est une augmentation des températures moyennes annuelles, mais c'est surtout une augmentation des températures l'été aussi. C'est une répartition des pluies qui évolue, avec un déficit du bilan hydrique estival qui se creuse, surtout lié à l'augmentation aussi de l'évapotranspiration. Et c'est une augmentation de la variabilité climatique. Voilà un paysage qui a été décrit aussi ce matin par notre grand témoin. Alors pour commencer cet après-midi, nous allons accueillir Louis Amiot. Donc Louis Amiot est doctorant à l'université Rennes 2. Il travaille sur le zonage agroclimatique du Grand Ouest. Et voilà, ces zones agroclimatiques sont en pleine évolution. À toi, Louis. Ça marche. Tout le monde m'entend? C'est bon? Ouais. Donc bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir invité à ce forum. Donc je vais vous présenter un travail de zonage agroclimatique qui a été mené donc pour la région Bretagne et Pays de la Loire. Et puis je vous montrerai aussi rapidement ce qui est fait en Normandie. Donc ouais, on peut passer à la suivante. Donc ce travail il a été mené dans le cadre du programme Fermadapt avec la Chambre d'agriculture de Bretagne notamment. Et donc l'objectif de ce zonage agroclimatique, c'est de définir des zones climatiques qui sont climatiquement homogènes en termes de risques climatiques qu'on aurait
qu'on a choisi de présenter. Donc ça va être la sécheresse, le risque de gel notamment, et le risque de canicule. Et donc on a finalement un outil d'aide à la décision, puisque ensuite nous avons au sein de ces zones climatiques, on va étudier l'évolution de ce climat et de ces risques. Donc petit point sur la méthode assez rapidement. Donc on a commencé par définir nos indicateurs agroclimatiques, donc par les partenaires, ça a été effectué. Et ensuite nous avons acquis les données, donc je vous montrerai les différentes stations utilisées. On a beaucoup de données, on a eu accès à beaucoup de données climatiques, notamment pour ce travail. Et donc une fois qu'on a nos données, bien, on calcule les indicateurs. Et ces indicateurs, il faut évidemment les spatialiser, c'est-à-dire les cartographier. Donc nous avons aussi réalisé une cartographie des risques climatiques, donc qui ne sera pas présentée ici, mais si ça vous intéresse, les résultats seront bien évidemment disponibles et je vous invite à suivre les résultats du programme Fermadapt. Donc cette spatialisation, elle a été effectuée par une méthode statistique. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de la décrire ici, donc une méthode par régression multiple entre les paramètres climatiques et bon, bref, peu importe, je ne vais pas décrire ici, pardon. Donc, concernant les données utilisées, vous pouvez voir sur la carte, du coup, les données auxquelles on a eu accès. Il s'agit des données de Météo France, les données homogénéisées ici. Donc, ce sont des séries mensuelles de température. On en a une cinquantaine qui sont spatialement bien réparties. Vous pouvez le voir, on en a au moins 3 par département. Et puis, concernant les stations de précipitation, on en a bien une dizaine par département qui sont encore une fois bien réparties spatialement. Donc nous avons des données climatiques de qualité sur la période 1991-2020. Et donc c'est à partir de ça qu'on a calculé nos indicateurs que vous voyez sur votre droite. Donc on a 12 indicateurs. Vous pouvez voir que ce sont finalement des indicateurs assez simples, mais c'est dans l'objectif d'avoir un zonage agroclimatique de manière large qui renvoie, voilà, vous voyez que chaque indicateur renvoie à des problématiques agricoles assez larges. Donc on a les températures, les précipitations annuelles, et puis le cumul de précipitations sur différentes périodes qui renvoient à des problématiques agricoles spécifiques, et puis les températures minimales, maximales pour le risque de gel, pour le risque de forte chaleur. Et donc c'est à partir de la spatialisation de ces indicateurs et d'une classification de l'ACP que nous avons la carte ici, donc ce résultat ici. Nous avons ici 12 zones agroclimatiques, donc qui présentent toutes des risques climatiques homogènes. Alors sur les couleurs, ne vous y attardez pas trop, c'est juste voilà, une indication. Donc quand on va vers le sud, voilà, on est plutôt sur des zones qui sont plus chaudes avec un risque, disons, de sécheresse qui est plus important, un risque de canicule plus important aussi, donc c'est le cas au sud de la Vendée. Concernant le risque de sécheresse, on a aussi à l'est des Pays de la Loire un risque de sécheresse plus important sur la zone entre Angers et Le Mans. A l'inverse, le centre de la Bretagne, on est plutôt sur une zone voilà, la plus fraîche et la plus arrosée. Donc voilà là-dessus. Alors je ne vous ai pas détaillé les résultats zone par zone, mais sachez que voilà, pour chacune de ces zones, on a calculé du coup nos différents indicateurs qui nous donnent le climat moyen de cette zone. Et ensuite, ce climat, on va étudier l'évolution de ce climat par zone. Et donc, voilà. Et donc, en Normandie, on a aussi un zonage climatique qui a été effectué. Donc, on a plusieurs choses qui sont disponibles sur le site de l'Adréal. Donc vous avez tout d'abord la carte sur la gauche avec une description finalement des différents climats avec pour voilà, chacune des zones, on a des diagrammes orothermiques et puis des données climatiques au-dessus voilà, qui représentent bien la diversité climatique en Normandie. Et vous avez ensuite des indicateurs qui sont spatialisés. Donc j'ai mis ici en exemple le profil bioclimatique qui est une approche du risque de sécheresse aussi
différentes, mais vous pouvez retrouver plein d'autres indicateurs spatialisés sur le site de l'Adréal, et il me semble qu'ils sont spatialisés aussi sur différentes périodes donc historiques et futures. Donc ce travail qui n'a pas encore été effectué pour la Bretagne Pays de la Loire, mais qui est en cours, et donc voilà, résultat à venir. Voilà, c'est tout pour moi. On passe à la suite. Merci Louis. Donc un travail de qualification et de cartographie du climat actuel dans notre région du Grand Ouest qui permettra d'avoir une base solide pour observer les évolutions et puis pour projeter à l'avenir les risques dans chacune de ces zones climatiques auxquelles nous serons confrontés. Voilà. Pour continuer, on va demander à Elisabeth Colnard de nous rejoindre. Donc Elisabeth est chargée d'études climat à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et elle travaille notamment dans le cadre du programme Fermadapt et Climavège sur les indicateurs agroclimatiques, c'est-à-dire la traduction du climat en critères intéressants pour les agriculteurs avec lesquels on peut travailler. Voilà, Elisabeth, à toi. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les travaux sur les indicateurs agroclimatiques qui sont menés dans le cadre des projets Fermadapt et Climavège par les chambres d'agriculture. Donc depuis quelques années, les chambres d'agriculture Bretagne, Pays de la Loire et Normandie ont entamé un travail pour aller plus loin sur le changement climatique, donc via la création d'un outil qui s'appelle la base de données AgriClim. Et donc, dans cette base de données, on a des indicateurs agroclimatiques. Donc, un indicateur agroclimatique, c'est un indicateur qui se base sur des modélisations climatiques et donc à partir des paramètres climatiques comme la température et les précipitations, on croise ces données avec des problématiques agricoles pour comprendre quels vont être les impacts des différentes trajectoires climatiques sur les productions agricoles et sur les exploitations. Et une fois qu'on comprend quels vont être les impacts du changement climatique sur les exploitations, on peut réfléchir à des solutions d'adaptation. Les programmes Fermadapt et Climavège, c'est 2 programmes sur l'adaptation de l'agriculture dans le Grand Ouest au changement climatique. Et dans le cadre de ces 2 projets, on travaille à de nouveaux indicateurs agroclimatiques. Et donc, on a une base de données qui est aujourd'hui constituée de 69 indicateurs agroclimatiques sur 12 filières différentes qui sont affichées à l'écran. Et on a des données qui sont calculées à la maille de 25 km sur les 3 régions. Donc, les résultats des indicateurs sont disponibles dans le cadre des projets Fermadapt et Climavège. Mais vous pouvez aussi demander aux chambres d'agriculture des extractions d'indicateurs, donc en contactant une des 3 chambres d'agriculture. Et la liste de tous les indicateurs est disponible dans le catalogue de la base de données qui est accessible en ligne via le QR code qui est à l'écran. Donc pour illustrer, je vais vous présenter quelques indicateurs agroclimatiques. Donc le premier, c'est un indicateur qui porte sur les animaux et sur le stress thermique des bovins. Donc, c'est l'indicateur ITH qui croise les températures et l'humidité. Et donc, sur cet indicateur, donc, on voit entre 1950 et 2100 l'évolution du nombre de jours par an en situation de stress thermique de modéré à très sévère et les nombres de jours où il n'y a pas de stress qui sont en vert. Donc là, on est sur une modélisation qui est sur la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt, près de Rennes, pour le scénario tendanciel. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près à moins de 100 jours par an de stress thermique pour les bovins, que ce soit du stress modéré, sévère ou très sévère. Et d'ici 2100, on pourra parfois dépasser les 150 jours de stress thermique. Donc stress thermique modéré, sévère et très sévère. Et 150 jours, ça représente à peu près 5 mois dans l'année quand même. Donc du coup, il faut réfléchir à des solutions d'adaptation, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et les solutions à long terme, du coup, elles se réfléchissent dès aujourd'hui. Et ça peut être, par exemple, travailler sur les bâtiments d'élevage et sur la ventilation naturelle des bâtiments ou sur la plantation de haies et d'arbres pour faire de l'ombrage dans les prairies. L'indicateur suivant que je vais vous présenter, il concerne les fourrages et plus particulièrement la pousse de l'herbe.
Donc ce qu'on voit, la courbe bleu clair, c'est la date de mise à l'herbe et la courbe bleu foncé, c'est la date de fauche. Et on voit que, au fil des années, on a une date de mise à l'herbe et de fauche qui est de plus en plus précoce. En complément, donc, on ne voit pas sur ce graphique, mais on sait qu'on aura aussi une repousse à l'automne qui sera plus importante et une période d'arrêt de la pousse de l'herbe qui sera plus marquée en été. Donc en fait, tout ça, ça nous dit qu'on aura un calendrier de pousse de l'herbe qui sera différent dans le futur et donc des pratiques à modifier pour pouvoir valoriser cette herbe qui poussera à différents moments par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc l'herbe qui poussera plus tôt dans l'année, on pourra potentiellement la valoriser, mais il faudra faire attention à la portance du sol parce qu'on sait que sur la période hivernale et sur la période printanière, on aura plus de précipitations. Donc il faudra faire attention à cette portance du sol. Et le dernier exemple d'indicateur, c'est un exemple qui porte sur les grandes cultures et plus particulièrement sur le blé. Et donc là, c'est un indicateur qui concerne les précipitations. Donc c'est le cumul de précipitations entre le mois d'octobre et de décembre, qui est la période pour le semis du blé. Et donc l'indicateur est disponible soit sous forme de courbe, soit sous forme de boîte à moustaches. Et ce qu'on voit, c'est que au fil du temps, jusqu'à 2100, les précipitations sur cette période vont être de plus en plus importantes. Ce qui veut dire du coup potentiellement des difficultés pour réaliser le semis du blé ou bien faire des interventions sur les parcelles. Et si la culture est déjà en place, du coup des risques d'excès d'eau et potentiellement des risques d'asphyxie racinaire et du coup un impact sur la croissance de la culture. Donc pour terminer, je vais vous présenter rapidement les programmes Fermadapt et Climaveg. Donc comme je disais, c'est des programmes sur l'adaptation de l'agriculture dans le Grand Ouest au changement climatique. Dans ces programmes, la première étape, c'est l'étape de compréhension. Donc c'est l'étape qui est liée à tout ce que je viens de vous présenter, tous ces indicateurs agroclimatiques, pour comprendre l'impact du climat sur les exploitations et ensuite réfléchir à des solutions d'adaptation. Dans ces programmes, on travaille aussi sur toute la partie évaluation. Donc on met en place, on crée des outils pour diagnostiquer les points de sensibilité et de résilience des exploitations agricoles face au changement climatique. On a aussi toute une phase de test où on teste des solutions d'adaptation en station expérimentale. Et il y a aussi des tests chez des agriculteurs avec des suivis, voilà, pour tester des solutions d'adaptation. Et la dernière phase dans ces projets, c'est une phase d'échange où en fait on a des groupes d'agriculteurs qui réfléchissent ensemble à des solutions d'adaptation de leurs exploitations et de leur territoire. Donc de l'adaptation de l'agriculture sur la Bretagne et sur les Pays de la Loire face au changement climatique. Donc c'est des programmes qui ont commencé en 2021 et qui vont se poursuivre pour Climaveg jusqu'à 2024 et pour Fermadapt jusqu'à 2025. Et les résultats seront accessibles à tous. Merci Elisabeth pour la présentation de ces travaux. Donc 3 indicateurs en exemple, sachant qu'il y en a pratiquement 70. Donc ça donne envie forcément de creuser et d'aller un petit peu plus loin. Alors je crois qu'il y a des questions du côté du public pour vous. Donc on va vous les poser. Marion. Alors, du coup, il y avait une question qui vient du site de Caen. Avec le dérèglement climatique, est-ce que les zones qui ont été présentées ne risquent-elles pas d'être modifiées ? En fait, on a déjà testé, effectivement, à la fin du siècle pour voir si ces zones allaient changer. Et il se trouve que non, ou très peu. Mais par contre, c'est les valeurs au sein de ces zones qui vont être modifiées. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y avait eu une remarque aussi sur, notamment en Normandie. Donc ce que j'ai présenté en Normandie, c'est le travail d'Olivier Cantat. Voilà, donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez en savoir plus. Merci. Voilà.
Merci, effectivement, le site d'Angers avait soulevé. Il y avait une autre question d'Angers également sur quel scénario du GIEC s'appuie l'étude de l'évolution du climat dans les zones agroclimatiques? Alors, concernant les scénarios d'évolution, donc ça, c'est un travail qui est en cours, mais a priori, celui qui va être sélectionné, c'est le RCP 8.5. Donc, c'est le scénario du 5e rapport du GIEC qui était dit pessimiste. Bon, il y a eu un nouveau rapport du GIEC et des nouveaux scénarios, mais qui ne sont pas encore intégrés dans DRIAS. Et dans D'accord. quel sens vont ces nouveaux scénarios? Alors les nouveaux scénarios sont hélas a priori pour la France pires que les anciens. C'est-à-dire que par exemple une étude récente, alors je ne sais plus, Ribs et Al, il me semble, peu importe, qui a montré que eh bien la hausse de température pourrait aller jusqu'à 8 degrés en France et voire 10 degrés en été pour la France. Voilà. À quelle échéance? 2100, fin de siècle, oui. D'accord. Alors du coup, ça répond à une des questions qui avait été posée pour Elisabeth, à quoi correspondait le scénario tendanciel 8.5. Est-ce qu'il y a eu d'autres scénarios de tester dans les indicateurs qui ont été présentés? Du coup, oui, dans notre base de données AgriClim, on a 2 scénarios différents. On a le scénario 4.5 qui est le scénario médian et le scénario 8.5 qui est du coup le scénario tendanciel où on continue nos émissions de gaz à effet de serre comme on fait aujourd'hui sans prendre de mesures d'atténuation. D'accord, donc c'est bien ça qui a été présenté dans les indicateurs aujourd'hui. Voilà, les indicateurs que j'ai présentés, c'est avec le scénario tendanciel où on ne met rien en place pour limiter nos gaz à effet de serre. D'accord. Il y avait une question supplémentaire sur les suites prévues au travail de spatialisation des zonages agroclimatiques. Quelle suite donner à ce travail-là? Eh bien, les suites, du coup, c'est d'étudier l'évolution du climat par zone. Donc après, là, c'est plus moi qui suis en charge de ces suites, mais alors, il y aura des cartes et puis il y aura des indicateurs qui vont être calculés. Alors, soit sur un point de la zone, soit vraiment par zone. Voilà la suite. Donc, a priori, l'évolution, on va étudier l'évolution climatique avec le scénario RCP 8.5, donc le scénario pessimiste. Si on a encore le temps, j'avais encore une On question. peut encore poser une ou deux questions, oui. Comment est-ce que vous avez choisi quel risque climatique spatialisé pour vous, du coup? Donc ça, c'est un travail qui a notamment été effectué par la Chambre d'agriculture et donc qui a sélectionné les indicateurs qui paraissent les plus pertinents pour un zonage agroclimatique général. Ok, au niveau des questions, c'était tout. Eh bien, merci pour les réponses. Eh du ben, de coup. rien. Voilà. Merci beaucoup pour ces travaux qui vont continuer et qui vont être diffusés progressivement au public. Donc, vous pouvez vous mettre en alerte sur nos sites internet pour suivre les résultats de ces travaux qui n'ont pas fini de s'étoffer pour les mois à venir. Voilà, merci beaucoup. On va continuer cet après-midi avec une table ronde avec un certain nombre d'invités qui vont venir nous parler de leur façon d'aborder cette transition climatique. Donc, on va bouger vers cette table ronde. Et donc, la trajectoire climatique, comme on disait, elle est connue. S'adapter au changement climatique, c'est intégrer sur le long terme les changements à venir et les intégrer dès aujourd'hui lors des choix d'investissement ou des choix de développement à faire sur les exploitations agricoles. C'est important quand il faut investir. S'adapter, c'est aussi être prêt à affronter des aléas, une sécheresse hivernale, un coup de chaleur, en trouvant des pratiques de gestion de crise qui soient efficaces. Et on commence à y être confronté régulièrement. C'est aussi vivre avec le risque, s'adapter mentalement, adapter ses objectifs, son ambition, et ce n'est pas forcément le plus facile à faire. Voilà, s'adapter, ce n'est pas chacun dans son coin, mais c'est aussi collectivement, en créant des conditions optimales pour chacun. Alors, pour parler de tout ça, je vais demander à Johan Imbert de nous rejoindre. Donc, Johan, vous êtes éleveur laitier près de Fougères. Vous êtes engagé dans un diagnostic carbone et un plan d'amélioration du bilan carbone de votre exploitation.
Vous avez d'ailleurs signé un contrat dans le cadre des labels bas carbone dont on a parlé ce matin. Vous avez un système qui est très pâturant. Voilà. Vous avez observé chez vous que les vaches jerseyaises supportent beaucoup mieux la chaleur, que vos sols, malgré une réserve hydrique, une RU élevée, étaient trop secs en 2022. Voilà. Que vos animaux ont pâturé jusqu'au 15 décembre cet hiver. Voilà. Que l'année 2022 s'est plutôt bien passée pour vous parce qu'il y avait des stocks de fourrage, mais que vous n'aimeriez pas du tout qu'il y ait 2 années comme ça à la suite. Voilà. Et vous restez positif pourtant, car vous dites qu'il faut absolument être optimiste et opportuniste, et que l'adaptation, c'est un mélange de réactivité et d'observation, et finalement, c'est passionnant. C'est ça? Voilà. Après. Alors, je vais appeler aussi à la table ronde Anne-Monique Baudilis. Donc, Anne-Monique est ingénieure à Arvalis. Elle travaille avec des groupes d'agriculteurs dans le cadre du programme Climat-Veg sur l'adaptation au changement climatique dans les pays de la Loire. Donc, vous avez des agriculteurs qui sont de systèmes différents et qui disent être confrontés au déficit de fourrage, être confrontés aussi aux coûts excessifs pour stocker l'eau, être confrontés aux accidents climatiques sur les cultures, à des nouveaux ravageurs, à des baisses de production et qui se posent la question, est-ce qu'on continue ou pas le lait, par exemple? Donc voilà, tout un tas de questions qui remontent dans vos groupes. Vous suivez une méthode d'accompagnement qui permet de se projeter en 2040, même si c'est déroutant. Il y a une bonne alchimie dans les groupes pour travailler sur ces questions-là. Ça permet de se poser les bonnes questions. Mais c'est très difficile, vous dites, d'imaginer des transformations profondes. Or, le climat se transforme profondément. Mathilde Vermès va nous rejoindre aussi. Donc Mathilde est agricultrice au sud de la plaine de Caen. Vous êtes élue à la Chambre d'agriculture du Calvados, en charge de l'organisme unique de gestion collective, donc en charge de la répartition de volume d'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Vous êtes vous-même agricultrice irrigante, on va dire, sur pommes de terre et oignons, mais vous avez aussi des céréales et du tournesol par ailleurs. Voilà. Vous m'avez dit avoir constaté qu'il y avait de plus en plus d'agriculteurs qui souhaitaient devenir irrigants pour sécuriser leur système, que les irrigants eux-mêmes souhaitaient disposer de plus de volume d'eau pour sécuriser leur système, que des organismes comme des coopératives légumières, par exemple, s'intéressaient à votre zone parce qu'il y a de l'irrigation et que certaines cultures sont en train de remonter vers le nord du fait du changement climatique et ils trouveraient là un lieu d'implantation intéressant. Vous constatez aussi que beaucoup d'eau ruisselle l'hiver vers la mer, qu'on en garderait bien un peu pour l'été, et que vous avez été aussi surprise de voir combien, dans le cadre de la sécheresse de 2022, l'agriculture a finalement été traitée comme le lavage de voitures ou le remplissage des piscines. Donc un peu choquant pour vous. Voilà. Mais en même temps, vous savez bien que l'opinion publique n'est pas favorable à la gestion quantitative de l'eau par la création de réserves dans l'agriculture. On a un problème. Je vais appeler aussi Thierry Saint-Jean. Donc Thierry Saint-Jean, vous êtes agriculteur sur le territoire de la Roche-aux-Fées communauté en lait bio. Vous transformez votre lait en glace depuis peu avec une embauche de 3 salariés. Vous êtes impliqué dans un groupe d'agriculteurs dans le cadre du programme Fermadapt sur l'adaptation. Vous avez observé la capacité de vos animaux à s'adapter cet été à la chaleur. Vous avez été surpris par vos animaux. Vous avez constaté les dégâts de la sécheresse quand même sur votre territoire. Vous avez eu des animaux qui ont pâturé longtemps cet hiver. Je crois même que vous avez envoyé une photo de vaches qui ont été mises à l'herbe fin janvier, voilà, cette année. Vous êtes sur une zone fragile en termes de ressources en eau. Vous avez des inquiétudes là-dessus. Et vous voyez les limites de notre façon actuelle de gérer l'eau. Voilà. Vous dites qu'il faut parfois remettre en cause ce qui nous paraît être évident, notamment nos usages de l'eau. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et pour finir, Ronan Le Délésir. Donc Ronan, vous êtes enseignant à l'université, vous êtes élu aussi sur le territoire de la Ria d'Etel et président de la commission locale de l'eau. Vous avez constaté la forte attractivité de votre territoire qui pourrait encore augmenter si la Bretagne devient un refuge climatique. Peut-être qu'elle le devient. Vous avez constaté que notre société vit dans l'immédiateté et qu'elle a du mal à s'emparer de ces enjeux qui sont des enjeux d'avenir et que la guerre de l'eau a commencé. Vous dites aussi qu'il va falloir relever le défi du climat ensemble et que le vivre ensemble, en fait, ce n'est pas gagné. On a planté le décor? Ça vous va?
Alors, on va commencer avec une série de questions, une question pour chacun de nos invités. Je vais commencer par Johan. Voilà, Johan, votre stratégie d'adaptation au changement climatique sur votre exploitation, elle s'appuie sur quel pilier, en fait, en quelques mots? Eh ben, du coup, en tant qu'agriculteur et entrepreneur, du coup, on se doit d'anticiper tous ces changements-là. Alors, ma conversion en bio, elle est plutôt récente. Du coup, on est effectivement sur un système très pâturant. Et en fait, on voit bien l'année 2022, je trouve qu'elle est vraiment marquante parce qu'elle nous doit nous choquer, nous faire changer, nous faire réfléchir. Cette année, on a fait énormément de pâturage hivernal. On a fait énormément de pâturage automnal. En fait, finalement, on se rend bien compte depuis quelques années que ça se concentre sur ces parties-là. Donc voilà, on a une partie d'hiver qui va ressembler beaucoup, ou du mois d'été qui va ressembler beaucoup à l'hiver, et puis une partie voilà, printemps-automne qui va être voilà, très, très pâturante. Et je pense que l'hiver va être démarré de plus en plus tôt. Donc nous, notre travail, c'est là, récemment, aller en formation, travailler sur le pâturage hivernal, aller chercher, être opportuniste au moment où il est là. D'accord, ok. Donc ça, c'est la principale solution que vous avez mis en œuvre, le principal levier sur lequel vous vous appuyez, ou on pourra en citer un autre éventuellement? Du coup, oui, chez nous, on a fait du croisement 3 voies. Donc effectivement, aller chercher des races un peu plus rustiques que la Primolstein qu'on pouvait avoir dans nos systèmes. Effectivement, on a diminué de gabarit, on a des animaux qui sont plus résistants, je trouve, à la chaleur. Du moins, ils nous l'ont prouvé l'année dernière. Donc ça, c'est une chose. Puis ensuite, on a l'implantation là qui va arriver d'arbres et de haies pour augmenter du coup la part d'ombre l'été indispensable, mais c'est aussi tous les vents séchants qui traversent l'exploitation. Voilà, on va permettre à donner de l'abri, on va aussi attirer l'eau indirectement en fait par l'implantation d'arbres. Donc voilà, là c'est des choses qu'on doit mettre en place assez rapidement pour pouvoir en profiter, parce que bien sûr ça va pas se faire du jour au lendemain. Tout à fait, oui. Ben, merci. Déjà, il y a des solutions qui sont à votre portée. Anne-Monique, quels sont dans les groupes avec lesquels vous travaillez les stratégies d'adaptation qui sont les plus fréquemment choisies dans leurs travaux prospectifs? Alors, il faut avoir en tête qu'une des forces du travail, ça a été de contextualiser les conclusions ou les réflexions au territoire. Donc, chaque territoire a ses propres leviers. On travaille à l'échelle du système de culture, sur la partie culture des fermes qui sont parfois avec des ateliers d'élevage. Et parmi les leviers d'adaptation, le premier réflexe, vu la baisse de production, un point important à signaler aussi, c'est qu'on a la capacité à modéliser les rendements des cultures que nous connaissons grâce à des essais qui ont permis de caler des modèles. Et donc, c'est une approche quantitative qui permet d'objectiver peut-être un peu plus des tendances. Et donc, dans chacun des 5 groupes ligériens là, qui apparaissent sur le visuel, on a pu simuler finalement quels étaient les impacts, quand on se projette en 2040-2060, quels étaient les impacts sur les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, sur chaque territoire, avec des systèmes spécifiques de chaque territoire choisis par les agriculteurs réunis dans chacun des groupes. Et donc, les leviers, le plus simple, voyant la baisse de production, la tendance première était de dire on va s'agrandir pour pallier la baisse de production, puisqu'il faut qu'on continue à nourrir nos animaux, par exemple. Donc ça a été un des premiers réflexes, mais avec tout de suite une problématique qui est apparue, c'est la charge de travail associée. Est-elle absorbable ou pas? Ça a été évoqué dans les débats ce matin et c'était très prégnant dans les ateliers de co-conception que nous avons eus dans les 5 territoires, et notamment sur la ferme en agriculture biologique du Sud Vendée, où la charge de travail est déjà aujourd'hui élevée et le fait de s'agrandir à ses limites finalement. Deuxième levier fréquemment actionné, bien sûr, pour des raisons de changement climatique, mais aussi pour des raisons de contexte politique et sociétal, voire géopolitique, c'est la diversification des assolements, avec une tendance à limiter les risques en diversifiant les cultures et en choisissant des cultures plutôt diverses, moins sensibles au déficit hydrique accru hivernal. Mais ce n'est pas sans poser des difficultés agronomiques. Si je ne fais que des cultures d'hiver, je peux dégrader ma capacité à maîtriser les mauvaises herbes, par exemple. Donc c'est un élément que nous avons aussi intégré dans la réflexion pour montrer les limites et les atouts de chaque trajectoire étudiée. Un des leviers aussi pour s'adapter aux évolutions de la consommation, c'est d'essayer de développer les cultures de légumineuses pour l'alimentation humaine. Et d'où la proposition de certains groupes de dire
on n'a pas capacité à nourrir nos animaux vu les baisses de production de fourrage. On ne pourra pas s'agrandir indéfiniment. Donc peut-être, pourquoi pas, réduire la production animale. Alors c'est aussi en lien avec la charge de travail et l'astreinte. Et donc ce sont des réflexions qui ont été poussées, mais pas pour dire c'est vers là qu'il faut aller. À chaque fois, on a testé les scénarios un peu opposés. J'augmente l'élevage ou au contraire, je réduis l'élevage, de manière à avoir des éléments pour réfléchir. Est-ce que les questions d'eau ont été évoquées dans les groupes aussi? Oui, alors c'est une question en Pays de la Loire qui est déjà très prégnante aujourd'hui. Si je prends un territoire comme la Vendée ou la vallée de l'Authion ou la Sarthe, on est dans des milieux déjà affectés par la sécheresse et les fermes dans la situation initiale sont déjà des fermes d'irrigation. Et effectivement, une des conclusions du travail accompli, c'est qu'il faut absolument préserver cette ressource en eau, la capacité à pouvoir garder de l'eau pour l'irrigation si on veut garder une agriculture sur ces zones où les sols sont très superficiels. Donc il n'y a pas eu de... Finalement, si on regarde un indicateur comme l'eau apportée à l'hectare, on n'est pas forcément dans des trajectoires où on a testé j'apporte plus d'eau à l'hectare. Enfin, il y a un peu de tout. Ça peut être une quantité d'eau apportée à l'hectare préservée. Et c'est ça qui est essentiel pour arriver à maintenir la production à un niveau acceptable, à la fois économiquement et avec des conséquences aussi derrière sur toutes les filières qui sont associées à la production. Ça permet de passer la main à Mathilde sur la question de l'eau. Vous êtes irrigante, on l'a dit tout à l'heure. Quelles sont les solutions selon vous pour une gestion de l'eau par les agriculteurs, par le monde agricole, qui soit à la fois durable, responsable, voire acceptable? Quelles seraient les solutions selon vous? Alors, une des premières pistes, éventuellement, c'est de s'épauler d'outils d'aide à la décision, type Irinov, choses comme ça, des produits Irilis. En fait, c'est des outils qui aident à optimiser en fait, les passages de l'enrouleur ou du canon dans la parcelle. Donc, ça évite d'arroser trop souvent ou arroser au bon moment. Ça permet d'arroser au bon moment. Et puis, éventuellement, ça peut être aussi créer des réserves qui sont basées sur les trop-pleins lors des crues, des choses comme ça. En fait, on se rend compte, quelquefois, vous en parliez tout à l'heure en présentation, en fait, on se rend compte que quelquefois, quand il y a trop d'eau, quand il y a des orages, et l'eau, elle part directement à la rivière, puis à la mer. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à capter cette eau-là et l'utiliser à bon escient un petit peu plus tard pendant l'été, quand la plante en a besoin, plutôt qu'elle parte et qu'elle ne soit pas utilisée et utilisable par les plantes? C'est des questions qu'on peut se poser. D'accord, ce sont des questions qui sont partagées collectivement dans les organismes que vous suivez? Oui, elles sont étudiées. Après, c'est vrai qu'on a quand même des freins d'acceptabilité au niveau sociétal. On entend souvent parler de bassines en ce moment. Voilà, la société n'accepte pas ce genre de système. Et puis aussi l'administration. L'administration n'est pas toujours enclin à nous épauler et à accepter ce genre de procéder, alors qu'on a peut-être intérêt quand même à y réfléchir sérieusement. En le gérant de façon la plus intelligente possible? Le plus raisonné possible, ouais. D'accord. C'est des questions que Thierry se pose aussi. Donc, pour vous qui êtes agriculteur aussi sur une zone séchante, on va dire, oui. Quels sont pour vous les piliers de l'adaptation au changement climatique pour votre territoire? Pour moi, il y a un pilier majeur qui est au centre de toutes les réflexions et qui doit l'être, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que moi, je considère que l'agriculteur ou l'agricultrice qui gère son exploitation a les capacités et doit être en capacité d'orienter son exploitation pour s'adapter au mieux au changement climatique. Et c'est toute la difficulté, on l'a vu ce matin, où sur les énergies renouvelables, on va plutôt travailler sur du long terme, sur la méthanisation, c'est des investissements sur le long terme. Le photovoltaïque aussi, c'est un retour sur investissement sur le long terme. Et puis en même temps, on nous demande d'avoir des réponses sur le court terme. On l'a vu cet été avec le réchauffement climatique, enfin la canicule qu'on a subie. Dans certains élevages, il y a eu l'urgence, il y a eu le feu, c'est le cas de le dire. Voilà. Et
moi, j'ai toujours pour habitude de dire, on demande à un agriculteur aujourd'hui, ou une agricultrice, d'être à la fois un coureur de 100 mètres et un coureur de marathon. Or, un sportif de haut niveau, quand il va préparer les Jeux Olympiques de 2024, il ne va pas faire les deux. Nous, il faut qu'on soit capable de faire les deux, et donc il faut nous apporter des réponses. Il faut qu'on soit capable de nous apporter aussi une vision. Il faut que le politique soit capable de nous donner une ligne de conduite sur les 20 prochaines années. Je vais vous donner un exemple tout simple. En cas de forte chaleur, dans les bâtiments d'élevage bovin, comme moi, je suis en élevage laitier, je suis en bio, la solution, c'est d'installer des ventilateurs dans les bâtiments et des brumisateurs. Et donc, on va rafraîchir la température du bâtiment, on va améliorer la ventilation. Mais est-ce que c'est une solution pour le long terme? Pas sûr. Quand l'énergie augmente, quand l'eau se raréfie, est-ce qu'on aura demain, en plein été, moi, mes puits se coupent, j'ai plus d'eau. Donc, si je veux alimenter un brumisateur, comment je fais? Je suis obligé d'ouvrir le robinet, l'adduction d'eau de la ville. Et puis mais si le mètre cube d'eau augmente, à un moment donné, ça me coûtait de plus en plus cher. Et donc, la deuxième solution, c'est de planter des... Moi, alors, je dis ça en connaissance de cause. Mes premiers ventilateurs, je les ai installés dans un élevage en 92. Donc, j'ai un recul sur l'utilisation des ventilateurs. Et je suis passé en bio en 2016. Et au moment de mon passage en bio, j'ai replanté 4 km de haies. Le problème, c'est qu'on voit bien que la plantation des haies, ça ne donne pas un effet sur le court terme. Il faut attendre au moins 10 ans avant d'avoir le résultat. Par contre, sur le long terme, on va avoir le résultat parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai vu cette année, par exemple, et comme vous l'avez dit dans l'introduction, mes vaches n'ont pas souffert cet été ou beaucoup moins comparé à certains de mes collègues. Et mes vaches sont allées pâturer, y compris en pleine période de chaleur. Elles avaient accès libre entre le bâtiment et l'extérieur. Elles sont allées dehors. Alors quand je dis elles sont allées pâturer, j'avais plus d'herbe. Dans les prairies, c'était grillé. Mais les vaches allaient dehors. Et quand je regarde ma baisse de niveau de production, au niveau de mon temps calé, j'ai pas eu une baisse significative de la production laitière par vache. Parce que j'avais, peut-être que inconsciemment, depuis 10-15 ans, j'ai sélectionné aussi mon troupeau. J'ai su choisir les vaches qui étaient capables de résister. Ça fait maintenant 17 ans qu'on est arrivé dans le sud ille-et-Vilaine, en zone séchante. Auparavant, mon épouse avait une ferme en région parisienne et on a dû s'adapter à notre système. Et donc, j'ai à un moment donné orienté la sélection de mon troupeau. Mais la vraie question, c'est est-ce que la sélection du troupeau, aujourd'hui, va aussi vite que le changement climatique? Ma réponse, c'est non. Et donc, le nom de mon ERL, c'est le ERL Beaufort-Holstein. Et depuis 3 ans, vous avez des jerseys sur mon troupeau. Parce que je suis convaincu que la race jersiaise, c'est une race qui est beaucoup plus adaptée à des températures élevées l'été. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est une race de gabarit beaucoup plus petite qui va moins piétiner les sols. Un exemple, le piétinement du sol, c'est important. Moi, mes vaches, je vous l'avais dit tout à l'heure, on les a rentrées dans le bâtiment cette année au 15 décembre et elles ont pâturé au 31 janvier. C'est-à-dire que j'ai eu 45 jours cet hiver de ration hivernale, c'est-à-dire on a nourri 100% les vaches en ration hiver. Cet été, j'ai nourri mes vaches en ration hiver pendant 60 jours, juillet, août. Donc on voit qu'on a une inversion de la saisonnabilité et qu'en élevage laitier, notamment dans nos régions, on va nourrir les vaches beaucoup plus longtemps l'été du fait de phénomènes de sécheresse et de manque d'eau qu'en hiver. Et en hiver, il faudra savoir profiter de la pousse d'air précoce, savoir profiter de la pousse d'air tardive pour pouvoir lâcher les bêtes. Il faudra aussi derrière qu'à la fois le pouvoir politique et l'administration nous donnent des leviers. On a, à mon sens, mais, par exemple, quand je discute avec mes collègues, un problème en Ille-et-Vilaine par rapport notamment aux dates d'épandage de nos effluents d'élevage, puisqu'on nous bloque à partir du 15 septembre. Or, on peut continuer à faire pâturer des animaux jusque quasiment mi-décembre. Et donc, à un moment donné, si on va avoir une pousse d'herbe de qualité, et pourquoi pas réaliser une coupe d'ensilage, ça a été le cas sur mon exploitation mi-novembre, voire fin novembre, derrière une coupe qu'on aurait pu faire au mois d'août, et ben à un moment donné, peut-être qu'il faut pouvoir décaler ces dates d'épandage pour apporter un petit peu d'azote et remettre un peu de lisier, par exemple, et assurer du stock de fond. Et ce stock-là, il ne servira pas l'hiver, mais il va servir l'été. Et ça, c'est tout l'enjeu, c'est vraiment d'avoir à la fois un pouvoir politique qui nous donne des visions sur le long terme, et puis aussi une réponse sur le court terme. Voilà, donc on a ouvert la voie à une expression politique. Donc je vais me tourner vers Ronan. Pour vous, réussir l'adaptation au changement climatique en tant qu'élu, c'est un challenge. Qu'est-ce que vous souhaitez insuffler sur votre territoire pour réussir, pour encourager cette transition face au changement climatique en tant qu'élu? Si En quelques mots. j'avais la solution, je serais peut-être pas là. Qu'est-ce que vous souhaitez Non, insuffler? je crois que c'est passionnant parce on parle de changement climatique, on parle d'adaptation. Moi, je vous parle aussi de transition. On est dans des temps de transition à tous les niveaux. Transition, on parlait alimentaire, énergétique. Je vous dis aussi démographique. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. On a des populations qui sont en train d'arriver du sud. Ça y est, ils arrivent. Ils sont là. Ils ne supportent plus le climat du sud de la France.
On voit bien que mobiliser nos habitants sur ces sujets, c'est parfois compliqué. Alors on a la chance, c'est terrible, mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est l'esprit français, mais à chaque fois qu'il y a un événement, on commence voilà, à se poser des questions. Je vous donne un exemple. Il a fallu la faute sur mer pour qu'on se pose la question de l'érosion côtière, l'élévation du niveau marin. Il faut qu'on ait cette question de la sécheresse, comme on l'a connue en 2022, pour qu'on se dise oh, mon Dieu, la technique ne peut pas répondre à tout. Il va falloir qu'on ait une gestion de l'eau économe, voire éviter les conflits d'usage comme on pouvait peut-être en avoir. Et moi, je suis en Bretagne Sud, donc vous imaginez aussi, avec un territoire très attractif comme la métropole rennaise, mais comme beaucoup de métropoles du Grand Ouest, avec des enjeux touristiques très forts. Et aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, mais faut-il remplir la piscine à ras-bord pour avoir la vue sur mer ou choisir des activités qui, moi, m'ont toujours été pour moi primordiales. Je le dis puisque je suis aussi un acteur politique, mais aussi un universitaire qui dit que les activités primaires sont primordiales pour notre territoire et que c'est peut-être une des priorités à avoir aujourd'hui. Quand je parle de ça, je suis sur un territoire extrêmement conchilicole. Donc quand on a parlé beaucoup de qualité souvent, on voit que maintenant qu'on parle de qualité. Alors tout ça, ça demande voilà, un projet politique. Et un projet politique, c'est de faire vivre ensemble un certain nombre d'acteurs sur le territoire. On parlait tout à l'heure des conflits. Oui, il faut défendre aussi nos agriculteurs parce que je vois des injonctions très contradictoires de nos populations. On veut du local, on veut de l'alimentation, on veut de la lisibilité, de la transparence, mais on ne les veut pas à côté de chez nous. Et c'est une réalité. Et moi, je disais, il y a un des sujets qu'on a un peu abordé, la question du foncier. Je suis très inquiet et je le dis, il faut absolument qu'on regarde bien cette histoire de foncier parce que ce foncier ne doit pas aller à des espaces récréatifs comme certains, après la pandémie, on a vu arriver un certain nombre de populations qui le voient comme un espace récréatif, pas un espace de production et ne pas opposer les espaces aussi de préservation d'espaces naturels et d'espaces agricoles. Je crois que c'est un tout. Et moi, je suis un peu, voilà, je suis, comme on dit, j'ai une culture agricole par mon grand-père dans ma commune littorale qui s'appelle Crac. Voilà, je suis pas de la Ria d'Etel, je suis à côté d'Auray, la Trinité-sur-Mer. Donc, vous voyez un peu comment je suis en contact aussi avec une vingtaine d'agriculteurs, polyculteurs, et puis élevage, et puis surtout des jeunes. Donc, moi, je me réjouis de voir arriver des jeunes aussi, mais qui ont un certain nombre d'angoisses, voilà, par rapport à cette mutation où ils essayent de trouver des solutions techniques de s'adapter aussi, mais vous voyez, on est devant un objet monstre. Hein, avant, on parlait de développement durable, mais on voit bien qu'on demande de changer nos habitudes, mais comme on dit souvent, changer nos habitudes, c'est souvent pour gagner quelque chose. Et alors, il faut montrer qu'on peut gagner, comme on disait, si on fait de l'énergie, c'est sur 20 ans, il y a un retour qui n'est pas immédiat, et donc il faut se projeter. Alors, vous parliez de l'élu politique, le problème peut-être du politique, c'est pas de leur faute. On est dans l'immédiateté, on a des réponses à donner. Je peux vous dire, pendant toute la matinée, je regardais mon téléphone, c'est un problème d'urbanisme, c'est un problème de gens du voyage qui arrivent, donc on est dans l'immédiateté. Moi, ce que je souhaiterais, là je prends mon autre casquette d'universitaire, c'est qu'on se projette. Et j'ai écouté ce matin avec attention tout ce que les propos que vous teniez. Je trouvais ça intéressant parce que je suis confronté à d'autres agriculteurs que je ne connais pas forcément sur mon territoire, mais là, ça me projetait sur autre chose. Donc, deux maîtres mots, c'est le dialogue et la concertation. Donc, je suis président de la commission locale de l'eau, du Sage, du Golfe du Morbihan, Ria d'Etel. Donc, vous voyez un territoire extrêmement attractif où les questions de l'eau ont été récurrentes. Et l'année dernière, au mois d'août, moi, j'avais déjà sonné la sirène d'alarme parce que j'avais des échos en disant attention, l'arrêté préfectoral est arrivé le 15 août. Vous imaginez, le mal était déjà fait. Pour qu'on dise après aux populations locales au mois de septembre, attention, maintenant on va faire de la restriction. Donc vous voyez les gens qui disaient, mais attendez, il y a peut-être des choses, voilà, une adaptation à avoir par rapport à tous ces changements. Et peut-on réfléchir en amont quand même sur tous ces enjeux. Donc la question de vivre ensemble, de la concertation, du dialogue. Et concertation, dialogue, déjà pour moi, c'est déjà un premier pas de l'adaptation parce que je trouve qu'on ne discute pas assez. On est souvent dans des cloisonnements et oui, enjeu global, mais il va falloir réfléchir au niveau local et je crois qu'on a vu des expériences, là, on agit localement déjà sur ces sujets. Justement, une question dans ce sens-là, par rapport à l'adaptation au changement climatique, à la concertation, au courage politique aussi que vous évoquez. Je vais demander un peu à chacun, qu'est-ce qui vous semble être l'enjeu qui sera le plus au centre des débats sur les territoires demain? Alors vous avez peut-être chacun identifié un enjeu différent, je ne sais pas. Est-ce que Mathilde ou Anne-Monique Moi, je suis assez sensible à l'eau, évidemment. Mais de toute façon, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc voilà, c'est déjà l'enjeu et ce sera l'enjeu de demain, je pense. l'eau? Anne-Monique? J'avais la même suggestion à faire,
C'est vrai que pour diversifier les cultures, pour diversifier les filières, on a besoin de sécuriser. Et l'eau, c'est un moyen de sécuriser. Comme l'a dit Mathilde, quand on regarde les projections climatiques d'RIAS, on ne voit pas moins d'eau, mais elle est moins bien répartie. Donc il va falloir être prospectif et avoir le courage politique, cette fois, de stocker l'eau excédentaire. Il ne s'agit pas de faire des bassines au terme péjoratif, mais de l'utiliser de façon rationnelle et raisonnée et respectueuse de l'environnement. Mais il faut absolument qu'on progresse en France sur ce point-là. Johan? Oui, moi c'est un peu particulier notre lien avec l'eau parce que nous on est sur la région de Fougères, donc on a quand même une chance d'être très alimenté en eau quand Bien même, arrosé? et en plus avec des sols très limoneux, donc qui gardent l'eau et très profond. Donc c'est vrai que cette question nous d'irrigation, on la connaît pas, on l'a jamais vue, enfin, on la voit ailleurs, mais on la voit jamais chez nous. Et je sens pas du tout de tracas de mes collègues sur l'eau en fait. On se pose pas cette question. Pour autant, on voit bien qu'elle arrive pas. On va dire dans une année classique, c'est fini. On voit bien que ça arrive d'une année à une autre. Ça peut très bien tomber à coup d'orage. Ça commence à les voir. On n'avait pas trop cet effet-là. Donc les bassines, tout ça, ou le stockage d'eau d'une façon ou d'une autre, pour nous, c'est pas une question. Alors quel serait l'enjeu central justement Mais je pense d'adaptation sur que votre ben territoire? voilà, nous, l'adaptation, elle va venir par plutôt, je pense, l'adaptation de notre travail, en fait. C'est juste l'eau qui tombe, c'est plutôt l'eau qui tombe, on va pas forcément la chercher à la collecter. Par contre, ça peut être des dates de semis, des variétés, des utilisations. Alors, c'est par le pâturage, mais ça peut être aussi par le travail du sol. On va, je pense, devoir décaler nos dates, nos habitudes, on va devoir les décaler plus que de savoir si on doit stocker l'eau ou pas. Pour autant, il faut y penser. C'est-à-dire que quand ça arrive souvent ailleurs, un peu plus au sud, c'est pas pour autant que ça n'arrivera pas chez nous dans les années à venir. Donc, c'est plus ça, c'est-à-dire que si on réfléchit encore à court terme là, je n'ai pas trop d'inquiétude au niveau de l'eau et de son stockage. Je dois adapter mon fonctionnement par rapport à ma météo locale. Par contre, voilà, d'ici 20-30 ans, ben, ça sera comment? Donc là, on peut commencer déjà à réfléchir plutôt que, on va dire, tant qu'on en a, on en utilise sans trop se tracasser. Et puis, ben, le jour où ça arrivera, qu'est-ce qu'on fera? Non, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe autour. On a la chance d'avoir assez rapidement, sous 200 km, à peu près des agricultures différentes. Donc, si on sent que ça commence à réchauffer, si on commence à voir des manques d'eau, il faut pouvoir anticiper. Notre boulot, c'est d'anticiper, je pense. Donc observation, réactivité dans l'immédiat, et puis commencer à réfléchir si d'autres problèmes tels que celui de l'eau pourraient arriver aussi à l'horizon. Sur votre territoire, l'enjeu central, Ronan, ce Moi, serait... c'est l'eau, C'est évidemment, l'eau mais aussi. l'eau, pour rebondir quand même, il y a des enjeux de biodiversité. Voilà, moi, c'est pas un gros mot aujourd'hui, en tant que président d'un SAGE, de réfléchir sur des réserves collinaires, mais connectées au réseau. C'est-à-dire que on sait bien qu'on a une problématique, 70% de l'eau est superficielle en Bretagne, donc on a un particularisme aussi, mais je regarde sur le Grand Ouest, il y a d'autres, on a vu avec des cartes climatiques, il y a peut-être d'autres enjeux, mais chez nous, c'est clair, c'est celui-là. Et puis vous savez, ce chiffre qu'on sort toujours des 400 000 habitants qui vont arriver en Bretagne, en gros une agglomération comme Rennes qu'il va falloir placer en Bretagne. Je ne vous cache pas qu'ils viendront certainement sur les zones littorales, mais quel choix on fait? C'est-à-dire que on ne va pas fermer les frontières, on voit aussi des zéro artificialisation nette, donc ça veut dire qu'aussi, il faut protéger aussi les terres agricoles, je le redis, mais ça va être un enjeu aussi de travailler entre ces populations qui arrivent, qui sont aussi sur un héliotropisme, c'est formidable, la mer, le littoral. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui achètent des maisons au bord de mer, qui sont menacés par le risque d'inondation, mais qui disent, ou de submersion, qui disent, c'est pas un problème, on a dans 20 ou 30 ans. Mais ce qu'on vient de vivre là, l'eau, va certainement peut-être se reposer cette année, donc il faut absolument qu'on soit résilient, c'est-à-dire qu'on se dise, on est capable de faire face, maintenant trouvons des solutions, on ferait peut-être pas comme avant, voilà. 76, mon grand-père, il avait fait venir une grosse grue, puis il faisait des trous partout pour garder l'eau. Bon, maintenant, on sait bien qu'on ne pourra plus, mais puis des solutions, dernière chose, fondées sur la nature, parce que je le vois, j'ai toujours été un ardent défenseur des zones humides. Aujourd'hui, je me félicite que tout le monde me dise, ouais, on a ces éponges-là, il faut les garder sur notre territoire, parce que c'est un peu nos réserves d'eau. Donc, on voit bien qu'on évolue, mais je suis totalement d'accord, anticipation et se projeter. N'ayons pas peur de se dire dans 20 ans qu'est-ce qui nous arrivera. C'est un peu ce qu'on doit aussi à nos générations futures. Donc vous identifiez un double enjeu démographique croisé avec l'enjeu climatique. Ça peut renforcer les tensions, effectivement, sur l'eau et l'utilisation du territoire. Et puis on a compris que sur votre territoire, pour l'instant, il y avait vue sur la mer, mais peut-être bientôt vue sous la mer, c'est ça? Il y a une jolie carte qui vient de sortir avec 70 mètres, donc vous voyez, moi je n'existe plus. Donc. Bon, c'est pas drôle, mais
je pense que Thierry, vous avez aussi identifié cet enjeu comme étant central sur votre territoire, mais peut-être avec une autre vision des choses. Oui, tout à fait. Bah, moi, pour être original, ça va être l'eau aussi, ma réponse, hein, Mm. l'enjeu central. Il faut savoir, moi, je suis sur le territoire de La Roche-Chauffée, donc bah, c'est un versant du Semnon. C'est un territoire qui importe de l'eau, en fait. On n'a pas assez d'eau sur notre territoire pour combler les besoins à la fois de la population civile, on va dire, de la population agricole et de l'industrie. Et là, il y a un problème, il va falloir qu'on se pose la vraie question de la répartition de l'eau. Et il y a un moment donné, on l'a évoqué ce matin dans nos débats par rapport à l'enjeu de la souveraineté alimentaire et de dire, voilà, on est dans une région où on produit de la matière première et on a des industries qui transforment. Et moi, je tire la sonnette d'alarme. Oui, on a des industries qui transforment, mais on a des industries qui transforment, mais qui vont aussi chercher de la même matière première à l'étranger. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore normal que des laiteries en Bretagne aillent chercher de la crème en Roumanie, par exemple, ramènent cette crème en Roumanie, la transforment et après la réexportent et préservent des grosses quantités d'eau, prélèvent des grosses quantités d'eau dans la nappe phréatique pour laver leurs installations. Et à un moment donné, je crois qu'il faudra avoir le courage de dire bah, stop, ça suffit, on n'a pas assez d'eau en Bretagne, on conserve l'eau pour faire travailler l'industrie qui transforme la production bretonne. Et si à un moment donné, eh ben, on est obligé de réduire la voilure de l'industrie parce que quelque part, on ne peut pas se permettre, il faudra le faire parce que de toute façon, c'est un enjeu majeur. Et moi, je peux vous dire que je connais sur ma ferme des périodes en été où j'ai plus d'eau. Et comment vous gardez l'eau sur votre ferme? Il y a Alors, quelques solutions aussi Alors, pour il y a une solution aujourd'hui que je peux conseiller à tout jeune qui s'installe, moi que je n'ai pas encore fait parce que ben, voilà, j'ai 55 ans et je pense que mon fils, quand il s'installera, le fera. Mais si demain vous avez un projet de bâtiment neuf, je pense que ça devrait être une des choses essentielles. Tout bâtiment neuf aujourd'hui dans le domaine agricole, au même titre que ce matin, quelqu'un a dit on devrait mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, on devrait systématiquement intégrer dans un bâtiment neuf un système déjà de récupération d'eau de pluie. Ça me paraît légitime qu'on puisse récupérer les eaux de pluie, ne serait-ce que pour laver les quais de salle de traite, pour passer un coup de Karcher, pour laver le tracteur ou le matériel. Pourquoi aller prélever de l'eau déjà dans le sol ou pourquoi aller ouvrir l'eau de l'adduction d'eau? Et puis le deuxième point après, c'est de ralentir. Moi, sur mon exploitation, par exemple, j'ai des fossés, mais qui sont bouchés. C'est-à-dire qu'à l'extrémité du fossé, l'eau ne va pas dans la rivière. On ralentit Voilà, c'est-à-dire l'écoulement. qu'en ce moment, on s'est pris, je crois, je suis à 50 mm là, depuis une dizaine de jours, ces fossés se remplissent. Et puis progressivement, l'eau va s'infiltrer. Et donc, je capte l'eau sur mon exploitation en faisant comme ça. Ce n'est pas des grosses réserves, c'est simplement des petits fossés. Mais je peux vous garantir que généralement, la bande qui est en dessous de ces fossés-là, elle reste verte beaucoup plus longtemps, y compris quand la sécheresse arrive. On a Donc, parlé du rôle d'éponge des eaux voilà, humides, mais il y c'est a un peu comme aussi des zones le humides. sol. Voilà. Et c'est à nous de faire attention à ça. Et puis après, il y a, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la plantation de haies. C'est aussi, bon, moi sur mon exploitation, j'ai quasiment 70% de ma surface qui est en herbe. Et je pense que l'herbe aussi est un moyen de protéger l'eau, à la fois parce qu'elle va servir d'éponge, et puis aussi, on le sait tous, sur les surfaces en herbe, on utilise très peu de pesticides, voire pas du tout parce que je suis en bio. Et donc là, on protège aussi la qualité de l'eau, et donc on facilite aussi quelque part le traitement de l'eau qui est destiné à la consommation humaine. Ok, merci. Je vois qu'on a beaucoup de questions du public qui qui vous sont adressées. Donc on va les découvrir. On va en découvrir quelques-unes, Marion. Oui, alors déjà, bon, quelques remarques, hein. Il y a beaucoup de questions sur l'eau, mais pas que. Des remarques notamment pour dire que la France, c'est le deuxième pays du monde à avoir le plus de piscines privées par habitant. Donc c'est une question à se poser. Et pourrait-on utiliser ces piscines pour irriguer? Pourquoi pas? En tout cas, il y avait aussi une question entre réserve, bassine, retenue. Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame aussi entre ces différents termes? Peut-être les éclaircir un petit peu. Et justement, par rapport à ce terme-là, est-ce que vraiment, le site de Quimper se pose la question, est-ce que c'est la société qui est contre les retenues ou est-ce que c'est une minorité finalement? Donc voilà, est-ce que peut-être éclaircir les termes réserve, bassine, retenue et les différences? Alors sur la qualité de l'eau des piscines pour l'irrigation, je pense qu'on ne va pas répondre, ça paraît Non, je assez crois que ça évident. paraît évident. Par contre, est-ce que sur la distinction entre des bassines qui ont très mauvaise presse, des retenues, des réserves, est-ce qu'on peut démêler un peu tout ça? Est-ce que En fait, Mathilde? c'est pas, je ne suis pas hyper spécialiste, hein. Je suis agricultrice avant tout, hein. Par contre, ce que je peux dire quand même, c'est que, en fait, il y a des retenues collinaires donc qui sont créées à partir d'eau de pluie. Et puis après, on a, moi, je pense plus à des réserves qui sont en bordure de cours d'eau et qui utiliseraient l'eau des crues, en fait. Donc l'eau qui passe le lit de la rivière et qui arriverait dans ce bassin.
Après, les bassines, je pense que les bassines, c'est l'utilisation d'une partie de l'eau qui vient de la rivière, mais qui n'est pas spécialement liée à une crue, en fait. Normalement, je crois que c'est plutôt ça Après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui Anne-Monique peut peut répondre. peut-être, Je il y a des pense que groupes dans le la terme région peut-être le concernée. plus adapté dans notre univers agricole, c'est de parler de réserve de substitution. Le principe, c'est de stocker de l'eau excédentaire hivernale et du coup de moins prélever la ressource en période d'étiage estivale et de manière à mieux partager l'usage de l'eau, puisque le fait d'avoir stocké de l'eau excédentaire en hiver permet de limiter les prélèvements en été dans la ressource directement. Est-ce qu'il y a des inconvénients à le faire? Si on respecte, comme Mathilde a évoqué, si on ne fait pas baisser les nappes, si c'est de l'eau excédentaire, ça reste raisonnable, à mon avis. Mais je ne suis pas hydrologue non plus. Mais il faut une bonne gestion, bien sûr, de ces ouvrages-là. On ne va pas faire n'importe quoi. D'accord. Est-ce qu'on a une autre Oui. question? Alors, il y avait une remarque, notamment sur la vision un peu en silo des sujets environnementaux, de bien avoir une vision globale, et je pense que la plupart d'entre vous l'ont évoqué, notamment sur comment augmenter en fait le stockage d'eau dans les sols, et puis un rappel aussi sur le bocage, est-il finalement la solution magique pour le climat? Voilà. Moi, je vais juste répondre sur, par exemple, une collectivité comme la mienne. Je lance une réflexion sur les zonages d'eau, parce que quand on a de l'eau pluviale, eh ben, on envoie ça dans des réseaux, puis il faut vite que ça s'écoule. Eh ben, on est en vraie réflexion sur des solutions vraiment fondées sur la nature, c'est-à-dire plus forcément des bordures sur des espaces verts. On laisse l'eau s'écouler et ça part pas directement à la mer, donc ça irrigue, on va dire globalement, nos espaces verts. Et puis on commence à faire des réserves aussi, évidemment, de l'eau qui tombe d'un toit. C'est aberrant qu'après, pour aller arroser des massifs fleuris, on aille taper, je ne sais pas où, l'eau d'un bord ou de l'autre. Donc mais je crois qu'on le voit bien, là, on est à un seuil où il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Et en effet, la question des piscines se pose aujourd'hui. Il y a des maires qui interdisent des piscines privées, qui disent, écoutez, c'est pas normal qu'en été, on n'ait plus d'eau, voilà, qui mettent voilà, plus d'eau potable, vous imaginez. C'est-à-dire que là, on est en situation quand même d'urgence, et qu'à côté, on puisse tirer de l'eau pour augmenter de 20 cm sa piscine, quoi. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi, en effet, les priorités aujourd'hui? Et demain, c'est pareil pour l'élevage. Est-ce qu'un éleveur ne va pas laisser mourir ses bêtes? On peut se dire que c'est quand même une priorité par rapport à peut-être d'autres enjeux. Alors, on voit bien qu'il y a plein de débats sociétaux. Et là, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on est sur du dialogue et du débat, de la concertation sociétale. Vous savez que nos populations sont quand même très étonnantes, hein. La pandémie, tout le monde était pour le marché local. Et puis on a vu après, allez, hop, on repart sur d'autres façons. Je le sais très bien, les élus, tous mes citoyens veulent des commerces de proximité, mais c'est les premiers à les déserter toute la semaine. Donc, sauf le pain le dimanche matin. Donc, quand je dis ça, on est sur des injonctions parfois contradictoires ou des positionnements contradictoires. Il y a nécessité d'expliciter les choses. Et comme je le dis, c'est le dialogue, c'est d'expliquer les choses. Parfois, ça peut être dur, ça peut être radical, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Et à partir de là, on peut avoir une base de débat. On a vu tout à l'heure avec M. Lécuyer, et puis sur des positionnements. Mais c'est sain, je trouve que c'est plutôt sain d'avoir de la confrontation, du dialogue, pour qu'on trouve une solution. Pas de dialogue, pas de concertation. Chacun reste dans ses positions parfois dogmatiques et on n'avance pas. Donc ça, c'est un enjeu, et cette approche globale, elle est nécessaire, parce qu'on ne parlera pas d'agriculture demain sans parler d'urbanisation à côté, de ces enjeux de ressources, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question de bataille sur la ressource. Et la ressource, ça sera l'eau, ça pourrait être autre chose, mais l'énergie, voilà, on le voit bien aujourd'hui. Peut-être demain, la biodiversité, parce qu'il y aura des zones plus riches en biodiversité que d'autres. Voilà. Donc c'est là que ça semble peut-être très, très, pas palpable, mais aujourd'hui, c'est des vrais sujets qui doivent en tout cas guider nos politiques publiques. Alors on voit le défi qu'il peut y avoir à mener des concertations à l'échelle locale, tout en gardant cette vision globale, et pas en étant chacun à défendre soit sa piscine, soit son lavage de voiture, soit... Je suis sur une soit commission son- locale de C'est l'eau où je ça. vois des associations environnementales qui parlent avec mes agriculteurs sur des sujets, je dirais, sensibles. Mais je trouve ça formidable qu'on puisse avancer, et on avance. Voilà. Les gens pourraient dire pas assez vite, mais en tout cas, on avance. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut dire aux citoyens, c'est qu'on n'est pas dans nos précarés, on avance sur des vrais sujets de sociétaux. Il y avait une question aussi sur la place de l'arbre et du bocage. Effectivement, on parle souvent du bocage comme étant le couteau suisse du climat, parce qu'il répond à tous les enjeux, que ce soit des enjeux d'atténuation, des enjeux de stockage du carbone, des enjeux d'atténuation du changement climatique, aussi à l'échelle de la parcelle, de l'environnement d'un territoire.
Alors peut-être qu'on ne va pas prolonger sur l'arbre, on en a un petit peu parlé, mais j'attire votre attention sur les webinaires qui vont avoir lieu dans une dizaine de jours. Il y en aura un spécifiquement sur ce sujet-là. Et voilà, je pense qu'il se sera développé dans les webinaires sur l'adaptation au changement climatique et dans celui sur le bocage. On a le temps peut-être pour une dernière question du public, peut-être celle qui revient le plus ou qui a le plus de likes. C'était principalement sur le bocage, du coup, donc je pense qu'on y a répondu. Il y avait une question où je pense que vous avez répondu aussi, comment les élus en fait peuvent se projeter alors que leur mandat est limité. Ben, vous avez prouvé que c'est quand même possible de réfléchir à long terme. Il y a une question qui a été beaucoup plébiscitée. Je ne sais pas si quelqu'un saura y répondre. Est-ce qu'on a une idée de la quantité d'eau nécessaire à la souveraineté pour les fruits et légumes de Grand Ouest, j'imagine, mais je pense que c'est un peu compliqué d'y répondre. On n'a pas forcément de spécialistes de la filière. En tout cas, moi, je vais parler chez moi pour une culture comme la pomme de terre où je suis sur un secteur qui est assez peu arrosé. On a à peu près besoin de 200 mm par an et par hectare pendant la culture, en fait. Donc, Apporté avec l'irrigation. ouais, apporté avec l'irrigation. Donc voilà. Après, je dirais que la pomme de terre est peut-être assez représentative des autres cultures légumières à peu près. Après, c'est une histoire de durée de cycle et de date de début et de fin de besoin. Mais on est à peu près, je pense, entre 200 et 300 mm d'eau en besoin par culture. En parlant des températures actuelles et de l'hygrométrie actuelle. Après, c'est vrai que si on a des températures qui augmentent, on parlait tout à l'heure de 8 degrés, là, on pourra peut-être se poser les questions d'avoir enfin, faudra qu'on s'adapte au niveau des variétés, notamment, à mon avis, parce que c'est comme le raie gras. Le raie gras anglais, il va plus pousser à ces températures-là. Et certaines variétés de pommes de terre, elles vont plus pousser non plus à ces températures-là. Donc on aura certainement de l'adaptation à avoir, mais il faudra répondre à des marchés derrière et faire évoluer nos exploitations comme on le fait tous les jours, j'ai l'impression. Quels sont, selon vous, les principaux freins à lever au niveau des exploitations agricoles et des territoires pour pouvoir vraiment s'engager efficacement dans l'adaptation au changement climatique? Johan, par exemple, est-ce que vous identifiez un frein? Les freins à lever, il y en a plein, je pense, en fait. Il y a des freins, enfin, c'est principalement peut-être les éleveurs, en fait, les agriculteurs qui doivent y réfléchir. Déjà, enfin, moi, j'ai pu voir des freins sur déjà rien que le changement entre le système intensif et bio, déjà, que j'ai pu passer. Rien que ça, en fait, déjà, c'est les changements, alors qu'on commence déjà à en voir un petit peu plus, mais il y a beaucoup de questions sur, bon, voilà, sur les stocks, sur tout ça. Effectivement, un système pâturant comme on peut avoir, forcément, on parlait du régras qui s'arrête de pousser, c'est forcément un problème qui va se poser. Alors après, les freins pour pouvoir avancer, je pense qu'il faut réfléchir, on revient à l'anticipation, quoi. Je pense qu'il faut se projeter plus loin, de voir comment on peut avancer, de ne pas se dire que ce qui marche aujourd'hui va forcément marcher demain. Et en fait, voilà, il y a des solutions qui sont à l'approche, il y a des réflexions sur des variétés. Je pense que les choses continuent à évoluer, que jamais rien n'est acquis, en fait. Je pense que c'est ça. Et le frein, je pense qu'il est nous, en fait, le frein. Je pense qu'il y a des solutions, plein de solutions, mais en fait, si on ne veut pas les regarder, on ne les regarde pas. Et effectivement, si on a envie on lit un magazine récolte, si on n'a pas envie de voir tout ça, on passe les pages et puis ça y est, on continue notre petit train de vie jusqu'au jour où, là, on arrive, on est devant un mur. Et je pense que c'est avant tout nous, déjà, de poser cette question-là. Quand on commence déjà à y réfléchir, même si c'est une petite voix qui revient de temps en temps, on se dit, voilà, et quand on fait un choix pour l'exploitation de demain, pour les années à venir, pour peut-être une transmission, un jeune qui s'installe, voilà, je pense que le premier frein, il est autant de notre part que plutôt de trouver des solutions. Peut-être ton premier. Donc un frein dans notre capacité parfois à anticiper l'avenir. Par contre, c'est pas que le futur, le changement climatique, ça peut être aussi un gros imprévu, un aléa climatique qui nous tombe dessus. On a vu 2022, c'était pas simple. On ne sait pas ce qui va se passer en 2023. On a déjà eu un peu une sécheresse
hivernale. Bon, heureusement, il y a eu 50 millimètres, c'est ça? Voilà, on est sauvés là. Enfin, dans l'immédiat pour l'instant, mais on ne sait pas où on va. Par rapport à ce risque ponctuel qui augmente en fréquence, vous réagiriez comment sur votre exploitation agricole, qui est une exploitation laitière? Qu'est-ce qui se passe si on a une deuxième année 2022, ou encore plus dure, par exemple, ce qui Ouais. pourrait arriver? Effectivement, 2022, on a eu 2021 très bon. Donc effectivement, ça nous a clairement sauvés pour ce passage-là. Puis un automne très bon. Effectivement, cette année, ça redémarre. La question, ça a été parlé un petit peu, la question du cheptel est à réfléchir. Si ça devait continuer demain, est-ce qu'on peut garder un chargement aussi important Chez sur- vous, vous voilà. feriez quoi personnellement? Ah bah, moi, si je dois limiter, si j'ai pas assez de stock, et clairement, c'est des animaux qui vont s'en aller, hein. De toute façon, je vais pas continuer à garder des animaux que je vais pas pouvoir soigner correctement. Donc, ça passera par, bah voilà, on va faire une réforme un peu plus forte des animaux s'il y a besoin. On va diminuer, voilà. Donc après, nous, on a déjà travaillé pas mal en amont dessus parce qu'on est toujours dans l'optimisation de notre système, mais on a diminué le renouvellement. On va essayer de faire vieillir nos animaux. Donc, le but, c'est pas de voilà, d'avoir des animaux improductifs. Le but, c'est d'améliorer la productivité des animaux. Et je pense que, de toute façon, ça fait partie de notre travail et il va être encore plus important demain de pouvoir le faire. Et donc, c'est vrai que si, voilà, demain, je pense que ce sera peut-être plus drastique, mais si demain, cet été, c'est plus sec, et ben voilà, tous les animaux qu'on pourra juger dits improductifs, eh ben, ils partiront, quitte à faire un peu moins de lait. Mais on peut pas, pour moi, on ne peut pas se permettre de garder des animaux qui vont consommer du fourrage au risque voilà, de faire, on va dire, du demi-travail, si je puis dire. Voilà. Donc c'est une vraie menace sur l'exploitation agricole. Chez vous, en cas de coup dur à nouveau cette année, il se passe quoi? Bah, je serais tenté de dire que, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur une zone déjà séchante. Donc on est historiquement habitué, on n'est pas sur fougère, mon collègue le disait, lui, ils sont habitués à avoir de la pluviométrie régulièrement, des sols. Nous, on est des sols superficiels, séchants. Donc ce qu'on a connu en 2022, on l'a quasiment, moi ça fait 17 ans que je suis en Ille-et-Vilaine, je pense que je l'ai connu pendant 10 ans. J'ai connu 7 années humides et 10 années très sèches. Et donc ce que j'ai fait dans le passé, j'ai supprimé le maïs sans silage. Et on voit bien, pour faire le rapport avec Fermadap, tout à l'heure, vous avez présenté les travaux qui ont été faits, et j'ai intégré le groupe, et on a vu les présentations au départ, notamment l'évolution du climat. Et on voit qu'on a des températures de plus en plus sèches sur les périodes estivales, et avec de moins en moins de précipitations, et par contre, des précipitations sur l'année qui vont peut-être rester stables. Et donc, moi, je suis dans un territoire où j'ai la chance de dire qui est propice à la pousse de l'herbe. Et donc, je fais du stock avec mon herbe au printemps. Et comme ça, je passe quand même, malgré tout, la partie estivale tranquillement. Donc, je serais tenté de dire que je ne vais pas être stressé si 2023 et 2024 sont secs, parce que je ne dépends pas du maïs en silage. Je continue à faire du maïs, mais pour la partie grain, qui ramène de l'énergie, qui me permet de faire un lait amélioré en qualité avec un taux protéique plus élevé. Parce que je crois aussi notre devoir de producteur, c'est de fournir une matière première de qualité aux transformateurs. Le lait, quand même, à la base, c'est quand même 80% d'eau. À chaque fois qu'on va augmenter la qualité du lait, on va quelque part améliorer la rentabilité du transformateur. Donc, mais c'est vrai que non, j'ai pas de stress particulier. Alors, bien sûr, je suis un peu comme mon collègue. Peut-être qu'à un moment donné, je serai peut-être obligé de vendre 2-3 vaches pour soulager. Mais je sais qu'on, par expérience, parce que, et Dieu sait qu'à un moment donné, on a tiré la sonnette d'alarme sur notre territoire. On n'a pas forcément été entendu à une époque où les problèmes de réchauffement climatique, il y a 10 ans en arrière, on n'aurait pas eu le même débat, par exemple. On ne serait pas là en train de réfléchir à ces problèmes-là. Mais nous, on le connaissait déjà sur notre secteur. Et on le disait à nos responsables et on ne nous écoutait pas. Aujourd'hui, tant mieux, il y a une prise de conscience nationale. Tout le monde se dit les problèmes d'eau, il va falloir y regarder de près. Mais c'est vrai que pour moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, notamment aux jeunes qui s'installent, est-ce que demain, la production laitière passera impérativement par la culture du maïs sans silage? Je ne dis pas le maïs, je dis le maïs sans silage. Moi, ma réponse, elle est non. On peut se revoir dans 10, 15, 20 ans. On verra que les surfaces en maïs sans silage, notamment dans l'Ouest, auront considérablement été réduites, tout simplement parce que le maïs est une culture qui, à terme, sans irrigation dans nos régions, ne pourra pas pousser. Et comme on est déjà dans une région où on est déficitaire en eau, je ne vois pas comment on va pouvoir mettre en place de l'irrigation pour arroser plus de maïs. Donc ça, c'est ce que vous constatez sur votre zone Oui. Séchante où le rendement de maïs est affecté très complètement. régulièrement. Moi, j'ai des collègues qui sont irrigants, des voisins qui sont irrigants. C'est évident qu'eux, ils ont du maïs. Mais ceux qui ne sont pas irrigants, il n'y a plus de maïs. Des années comme 2022, les baisses de rendement ont été très, très fortes.
On va arriver bientôt au terme de cette table ronde, effectivement. Il reste une question. Elle est importante, cette question, on peut la prendre. Est-ce qu'elle sera courte, la réponse? Je pense, on peut essayer en tout cas, Alors, une réponse parce courte. qu'elle a été très plébiscitée. C'est par rapport en fait aux fuites dans les réseaux. C'est 20% a priori des pertes d'eau acheminée. Pourquoi c'est pas une priorité en fait par rapport typiquement au remplissage des piscines? Alors, Pour une le dire pour les réponse politiques du coup. peut-être d'un élu, très Rapide, ça, courte ça dépend des là-dessus. territoires. Moi, je suis sur Mm. un territoire où on a très peu, on en a 7%. Donc voilà, donc ça veut dire des investissements colossaux pour les collectivités. C'est-à-dire que l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que nos concitoyens vont devoir aussi mettre peut-être de l'argent en portefeuille pour payer ces réseaux d'eau et puis arrêter toutes ces fuites. Mais c'est une réalité, bien sûr. C'est quand même un scandale de voir dans certains territoires 30 ou 40% de l'eau potable. Vous vous rendez compte de l'eau potable avec des traitements voilà, qui partent dans la nature. Bon, ça, c'est pas normal. Mais bon, là, c'est vraiment aussi c'est de l'anticipation, on le disait. Ça semble tellement évident d'entretenir. On entretient bien sa voiture, on entretient ses réseaux, et puis on est optimum dans les chaînes de production. Mais on voit bien que ça aussi, c'est des vrais sujets que les collectivités doivent s'emparer par rapport à cette question d'eau. Oui. Je rajouterais juste que je pense que l'agence de l'eau a aussi son mot à dire et ils sont quand même très forts en subvention, hein. Ils subventionnent assez souvent, enfin très régulièrement, les syndicats d'eau et je pense que c'est aussi à eux de faire le forcing pour que les réseaux d'eau soient de moins en moins des gruyères, quoi. C'est à eux d'être garants justement qu'il y ait de moins en moins de fuites d'eau partout. En fait, la sobriété au niveau de l'eau, ça commence par réduire les fuites. On revient à cette notion de sobriété qu'on a abordée ce matin, je pense. Alors pour finir, mais vraiment très rapidement, du coup, je vais vous redonner un mot chacun. On va essayer de finir sur une note positive. Et est-ce que chacun de vous, vous avez réfléchi à quelle pourrait être une opportunité pour le Grand Ouest de la France? Est-ce que ce changement climatique peut aussi nous apporter, au-delà de toutes les contraintes qu'on a évoquées, de tous les enjeux et les défis qu'on a évoqués, est-ce qu'il y a une chose positive à sortir de là? Est-ce qu'il y a une opportunité? Alors, je sais pas, on peut recommencer, Mathilde, Moi, je dirais la en un mot. diversité de nos territoires, puisqu'on a quand même Là, la diversité de nos la territoires. diversité, Ouais. Et les différentes productions qui est qu'on un peut atout. avoir. C'est plutôt Ouais, un c'est un atout. atout. Ouais. D'accord. Ah, une opportunité, alors. Moi, Sur je une dirais opportunité. le climat tempéré, parce que même s'il va changer, on reste, on a parlé de migration vers la Bretagne, on reste une zone privilégiée, au moins pour la bordure maritime nord, et donc avec des atouts, puisque l'offre climatique va augmenter, et donc ça offre des possibilités de diversification. Donc, on n'est pas les plus mal lotis si on est en Bretagne ou en Normandie. Peut-être un peu moins en Pays de la Loire, mais au moins pour le nord. Ça pourra nous donner des opportunités d'être moins atteints que les autres, peut-être, c'est ça? Johan? Oui, effectivement, clairement, la Bretagne, l'Ouest en général, on est une terre d'élevage, on est une terre d'agriculture. C'est pas pour rien. Je pense que c'est pas anodin en fait. Et effectivement, le climat, l'océan nous protège. Et même si voilà, ça se réchauffe, on reste une terre d'élevage, je pense encore pendant des années, même si on doit s'adapter. Et on a la chance, c'est qu'on a plein de têtes en fait pour y réfléchir. Donc il y aura des solutions qui s'y dégageront. Pas de problème, je pense que ça ira. Ok, Mais il faut s'y coller maintenant. Ouais. merci. Une opportunité en un mot, parce que là, on a dépassé le Oui, temps. intelligence collective, travailler pas chacun dans nos secteurs, il faut croiser tous nos regards. Et puis coopération, quand je dis coopération, oui, on a la capacité souvent au niveau des territoires et d'échelle locale de retrouver des réponses. Donc moi je crois au local, en ses capacités. Alors évidemment, il y a au-dessus, mais je crois avec des règles du jeu aussi, parce qu'on n'a pas parlé de beaucoup de règles du jeu, parce qu'on a l'impression que le changement climatique ne touche que l'Ouest. Il est mondial, il est européen avec des règles du jeu, à nous de nous adapter, mais avec des règles du jeu aussi à l'échelle européenne et mondiale. Thierry, Et moi, le je dernier mot? dirais, oui, moi, je dirais opportunité économique, puisqu'on le voit bien qu'il va y avoir un déplacement de population, on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus d'habitants, et donc ça va aussi ramener de la main-d'œuvre. Et donc, c'est aussi une opportunité économique à la fois dans le domaine agricole, puisqu'on est en peine à recruter de la main-d'œuvre. Peut-être que ça va aussi permettre de faire venir des nouveaux habitants en Bretagne pour venir travailler sur les exploitations, soit les reprendre, soit venir travailler avec nous en tant que collaborateurs. Ça, c'est une vraie opportunité, en termes de définition d'une opportunité. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup pour ces échanges autour de cette table ronde. On va clore là pour aujourd'hui la partie filmée, je dirais, du forum.
Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé, à tous les partenaires du forum qui vont apparaître à l'écran peut-être tout à l'heure, je ne sais pas quand. Donc on est au terme de cette première journée. Le forum va continuer avec les débats sur chacun des sites. N'oubliez pas qu'il y a des visites aussi qui sont prévues. Donc le 16 mars à Briec, le 22 mars à partir de Lamballe et le 21 mars à partir de Perrier dans la Manche. Mais là, je crois que c'est déjà complet. Donc précipitez-vous sur les 2 autres visites. Il reste encore quelques places et les circuits de visite seront vraiment très intéressants. Rendez-vous aussi pour les webinaires qui sont le 23 et le 24 mars. Donc il faut s'inscrire aussi pour recevoir les liens pour participer à ces webinaires. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On va vous rendre du temps pour débattre maintenant et aller boire un coup aussi après. Merci aux partenaires du forum qui, alors ils sont toujours pas apparus, donc je vais les citer. Donc la coopération agricole, les CUMA de l'Ouest, le JE Élevage, le FR-CIVAM, le Haut Conseil breton au climat, le GIEC de Normandie, Resagri 56 et 29 et les associations Symbiose, Allium et Solénat. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation du forum, à tous ceux qui le font fonctionner. Là, vous ne les voyez pas, ils sont de l'autre côté de la caméra actuellement. Aux équipes énergie, climat et agroforesterie de la Chambre d'agriculture de Bretagne, aux équipes des chambres de Normandie, des Pays de la Loire, aux équipes communication aussi de chacune de nos entreprises, et puis à l'entreprise spectaculaire qui a mis tout ça en images et en son aujourd'hui pour que vous retransmettre tous ces contenus. Merci aussi à tous nos intervenants, ceux de cet après-midi, ceux de ce matin, et vous pouvez retrouver tout le contenu du forum dans le livret qui vous a été donné, et bientôt en replay aussi. Bon, place au débat et aux échanges à Caen, à Angers, à Quimper et à Rennes. Et à la prochaine édition. Au revoir.